Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui pour cette deuxième session des 6 sessions prévues, des sessions Lab ODD de JICOR, c'est-à-dire une réponse collective de la communauté JICOR à une conférence qui vient de se terminer auprès des Nations Unies, qui était le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Comme partie de cette conférence, environ 40 gouvernements des différentes parties du monde ont pris cette opportunité pour présenter leur rapport de progrès concernant leur engagement pour atteindre le développement durable et les objectifs de développement durable. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les ODD, ces objectifs sont 17 objectifs qui font part de l'agenda des Nations Unies pour le système tout entier des Nations Unies afin d'aller vers un développement durable pour répondre donc aux besoins de base. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'équipe de conversation sur l'un de ces objectifs. L'objectif d'aujourd'hui est l'objectif de développement durable numéro 2, qui est fin zéro, pour soutenir l'agriculture durable. Nous avons le plaisir d'entendre la voix de plusieurs intervenants, la communauté globale, des sœurs, des frères, des prêtres et aussi leurs partenaires de l'émission. Et si vous connaissez, j'espère que vous connaissez les intervenants desquels nous allons entendre les interventions. Je vous conseille, en écoutant les différentes présentations, si vous avez des questions ou des commentaires que vous souhaitez partager à la fin de cette session, à la fin des présentations, nous aurons un peu de temps pour notre interaction, conversation, échange à la fin des présentations. Avant que nos intervenants commencent leur présentation, je vais vous montrer une courte vidéo qui offre un peu de contexte pour nous concernant l'état actuel de la faim dans le monde et même quelques dynamiques mondiales qui dictent la raison pour laquelle on vit ces défis à l'échelon global. À présent, il y a une crise alimentaire dans 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 90 .
il y a des millions de familles qui font face à la famine et on ne peut pas planter des cultivations. Les femmes et les filles offrent, n'ont pas assez de nourriture. Les femmes enceintes font l'expérience de fausses couches et les mères ont des difficultés à nourrir leurs enfants. Alors que les filles et les enfants n'ont pas les nutriments pour leur développement. Les causes de la faim sont plusieurs et compliquées, mais nous pouvons les stopper. Regardons à comment nous en sommes arrivés ici. Pourquoi cette crise est si urgente et si répandue? Dans les 10 dernières années, plusieurs régions du monde ont fait face à une sécheresse extrême et les effets du changement climatique. Mais la famine n'était pas si ravageuse auparavant. Après, en 2020, le monde a vu un changement immédiat. En quelques mois, plus de 161 millions de personnes étaient face à la famine, la plupart d'entre eux des femmes et des filles. Ce chiffre équivaut à la moitié de la population des États-Unis d'Amérique. Et si cela n'était pas assez, au mois de février 2022, nous avons vu l'éclat d'une guerre entre deux pays qui sont d'importants fournisseurs de nourriture dans le monde, avec le système bloqué entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu des ondes de choc à plusieurs kilomètres de distance pour la plupart des pays. Cela était le point, le pic. La sécheresse, le conflit, l'impact de la COVID-19 et même d'autres coûts qui continuent d'augmenter ont rendu la situation vraiment impossible pour des millions de personnes qui vivent en pauvreté. Aujourd'hui, 345 millions de personnes sont considérées comme à haut risque de malnutrition aiguë. Pour le mettre en perspective, cela signifie la population tout entière des États-Unis. En répondre à ceux qui sont face à la famine est fondamental. Il faut donc cultiver plus de nourriture maintenant pour nourrir les enfants, les familles et les communautés. Même si la guerre en Ukraine s'arrêtait aujourd'hui, cela prendrait 3 ans afin que les fournitures de nourriture reviennent au niveau normaux et au prix normaux. CARE essaye de lutter contre la crise alimentaire de toutes les façons possibles, en assistant les personnes dans le besoin et les familles plus démunies, en les aidant à cultiver de la nourriture. L'assistance humanitaire, l'assistance monétaire et des traitements pour la malnutrition sont en train de sauver des vies. À travers une agriculture efficace, l'utilisation efficace de fertilisants et aussi des systèmes plus efficaces d'irrigation, CARE est en train d'aider les paysans pour faire en sorte qu'il y ait une cultivation à la fin de l'année. Lutter contre cette crise a besoin de l'engagement de tout le monde. CARE fait en sorte que le gouvernement fasse leur partie pour prévenir la faim aiguë et prévenir des crises à l'avenir. Car sans nourriture, il n'y a pas d'avenir. Ce soir, si vous prenez un dîner, vous préparez un dîner pour vos enfants, pensez aux millions de personnes qui malheureusement n'ont pas de nourriture. Vous avez le pouvoir de soutenir un avenir qui soit prospère pour tout le monde. Nourriture signifie avenir. Et donc, par cette introduction, je souhaite maintenant inviter notre premier intervenant à échanger avec nous. Notre première intervenante pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc sœur Anastasia Mbata,
qui est membre de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie du Généralat de Loreto, et elle va nous parler de la faim et aussi de lutter contre les causes de la faim au Kenya. Sœur Anastasia, la parole est à vous. Merci Teresa. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous bien et que vous avez envie d'écouter des présentations aujourd'hui. Merci Teresa de nous avoir dit et rappelé que nourriture signifie avenir. C'est quelque chose d'important à considérer. On ne peut pas survivre sans nourriture. J'espère que vous m'entendez bien. Comme mentionné par Teresa, je m'appelle Anastasia Zapata, je suis membre de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie. À l'heure actuelle, je suis au Kenya et donc je vais vous parler un peu de la situation au Kenya et où nous en sommes avec cette crise alimentaire. L'intérêt de cet objectif vient du fait que je ressens que c'est quelque chose qui peut être atteint. Même s'il y a beaucoup de travail sur la planche, je suis fermement convaincue que cet objectif peut être atteint. J'ai lu de cet ODD, de ce que cela signifie, et donc cela nous rappelle que bon, c'est l'ODD numéro 2 et il s'agit de créer un monde qui ne connaît pas de faim d'ici 2030. C'est l'objectif pour mettre fin à la faim sous toutes ses formes et assurer la sécurité alimentaire. L'objectif est de faire en sorte que chacun, où qu'il se trouve, dispose de nourriture suffisante et de bonne qualité afin de mener une vie saine. Pour atteindre cet objectif, il faudra améliorer l'accès à la nourriture et promouvoir largement l'agriculture durable. Il s'agit d'améliorer la productivité et le revenu de petits exploitants agricoles en promouvant l'égalité d'accès à la terre, à la technologie et au marché, des systèmes de production alimentaire durable et aussi des pratiques agricoles résilientes. Cela nécessite également des investissements accrus dans le cadre de la coopération internationale afin de renforcer la capacité de production de l'agriculture dans les pays en développement. J'ai mentionné tout à l'heure que j'ai une passion pour cet ODD en particulier. Et cet ODD me passionne car je crois fermement que lorsque les gens ont de la nourriture et sont en bonne santé, le reste se met en place tout seul. Et donc, cela signifie moins de personnes qui fréquentent l'hôpital, moins d'abandon scolaire, moins de travail infantile, moins de criminalité, une société moins stressée et des personnes plus productives dans tous les autres secteurs du développement du pays. Et d'ailleurs, mon exposé sera principalement basé sur mon expérience et mes réflexions personnelles, car je suis en contact avec la population et les marchés locaux, et je suis fortement convaincue qu'il est possible d'atteindre la faim zéro. Et donc, en considérant cet ODD, je me suis demandé qu'est-ce qui cause la faim? Et bon, de base, il y a une grande cause pour la faim, le manque de nourriture. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui amène à un manque de nourriture? Le Kenya est hautement peuplé. Il y a beaucoup de personnes au chômage. Et je crois que lorsque les personnes sont bien équipées, alors on peut atteindre l'ODD. Mais bon, c'est atteignable en quelque sorte. Je crois personnellement que l'on peut atteindre l'ODD.
Il y a beaucoup de causes pour le manque de nourriture, mais j'ai considéré juste les aspects que je pense que l'on est en train de relever de la bonne façon, et même les aspects pour lesquels on pourrait faire davantage. Et donc, je vois aussi un manque d'éducation agricole. Il y a vraiment beaucoup de personnes dans ce pays qui n'ont pas la moindre idée de comment faire pousser des légumes. Ils ne savent pas comment maintenir leur famille. Et pour moi, c'est vraiment décourageant. Et probablement, ce n'est pas leur souhait de ne pas avoir été éduqués dans ce sens. Et donc, c'est une sorte d'appel pour dire que l'on peut faire vraiment beaucoup. Je vois que les enseignants parlent beaucoup aux enfants de l'agriculture et aussi des systèmes d'agriculture, et c'est bien. Il faut donc apprendre l'agriculture aux enfants petit à petit, car je crois que si les personnes sont en mesure de créer une passion pour faire pousser des légumes et aussi élever des animaux et l'apprennent déjà à l'école, alors les enfants vont développer une passion pour l'agriculture, ils vont élever leurs poulets, leurs animaux, et ils le feront avec de la passion. En même temps, j'ai écouté des enfants et je leur ai dit que lorsque l'on a une passion, les enfants m'ont répondu non, bon, l'agriculture, j'aime pas trop. Et moi, j'ai dit, bah, c'est dommage. Personnellement, je crois que si les personnes étaient bien éduquées concernant l'agriculture, alors, et si on, euh, on avait des bonnes pratiques pour garantir la nourriture à tout le monde, alors, est-ce que quelqu'un pourrait, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Tu peux continuer. Je crois que si on donne une éducation même de base, on sera en mesure de cultiver notre nourriture, même si ce n'est pas de la nourriture industrielle, on sera en mesure de nourrir nos familles. Comme je dis aux personnes, en tant qu'enseignante, j'essaie de faire beaucoup de sensibilisation et je parle beaucoup à mes enfants de l'agriculture. Je parle aussi de la faim, mais je le fais parce que j'aime ce que je fais et j'encourage les enfants à faire pousser des plantes, des légumes. Donc, tout petit endroit qu'il y a de terre, je les invite à les cultiver. Et donc, j'essaie juste de transmettre cette passion plutôt que d'aller d'attendre un travail, d'aller postuler à un bureau plutôt qu'un autre. Je leur dis, plantez des légumes, plantez des plantes, il faut que votre famille ait de la nourriture. Mais encore une fois, c'est un grand défi. Je voudrais défier le gouvernement en disant que nous avons une possibilité à saisir maintenant. Nous devons sensibiliser les personnes concernant l'agriculture et je sais que c'est décourageant de mon côté car le gouvernement euh, nous donne des mauvais fertilisants et donc on n'arrive pas à faire pousser des choses. C'est très décourageant pour le Kenya. Mais il faut encourager les gens. Et aujourd'hui, on voit que voilà, les personnes ne sont même pas à l'école car il faut lutter pour avoir une bonne gouvernance, pour avoir une meilleure vie. Il y a aussi des personnes qui ont l'influence et qui ne savent pas comment élever des animaux. Et donc, il y a des personnes qui ne s'alimentent que de viande et de lait, donc de protéines. Mais au fait, de, c'est pas la bonne santé. Il faut apprendre à cultiver des légumes. Et donc, le gouvernement devrait veiller à ce que l'agriculture soit enseignée dans les écoles pour donner les bases et permettre aux gens de s'y intéresser et de cultiver la bonne attitude. Nous avons un très grand nombre de Kenyans qui ne mangent que de la viande et du lait. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas une alimentation équilibrée. Nous avons besoin d'agriculture et d'élevage. Beaucoup pourrait être atteint dans ce sens.
Moi, je vérifie même avec les gens avec qui je travaille concernant les ODD et s'ils connaissent les ODD. Certains d'entre eux ne savent même pas ce que c'est et c'est un choc pour moi. Comment ces personnes ne savent pas? Et comment alors les autres personnes sont censées connaître les ODD? En fait, pour moi, c'est nouveau, c'est ma première session, mais bon, ça a réveillé quelque chose en moi et je me suis dit que l'on ne fait pas assez et donc il faut que les gens sachent ce que c'est. Les gouvernements, qui doit le faire? Peut-être le gouvernement, oui, sans aucun doute des gouvernements, mais comment éduquer les personnes dans ce sens et comment faire en sorte qu'on ait des petites exploitations agricoles un peu partout. Et donc voilà, pour moi, c'est un vrai défi. Et comment sensibiliser les gens? Lorsque je me rends compte que les personnes vivent ici et n'ont pas d'idée de ce qu'est l'ODD, eh bien, il faut faire comprendre aux personnes que ce sont des outils très importants et il est important aussi de voir comment l'on vit. Presque tout le monde a des parcelles de terre ici au Kenya. Et donc, comment planter et comment cultiver quelques légumes? Il faut commencer à cultiver des légumes. Si on a deux vaches, eh bien, il faut continuer de les élever, de les exploiter. Donc, pour moi, l'éducation sur l'agriculture est la clé pour atteindre cet objectif. Il faut sensibiliser les gens, il faut les éduquer à comprendre l'importance de cultiver quelque chose de petit pour nous-mêmes et ensuite cultiver quelque chose d'autre à partager avec les autres. C'est quelque chose qui doit vraiment être fait. Donc, sensibiliser à l'éducation, les pratiques agricoles et donc cette idée que l'agriculture est à la base. Je souhaite vous donner aussi une expérience que j'ai eue ici. Une fois, je leur ai dit, lors des congés, il n'y avait pas beaucoup d'enfants et j'ai dit, aujourd'hui, nous allons faire de l'élevage et de la culture. Et ils m'ont dit, mais pourquoi, notre sœur, vous êtes en train de nous punir? Et moi, j'ai dit, mais pourquoi vous voyez l'agriculture comme une punition? C'est bien, c'est beau, même. Et ils disaient, oui, nous, on paie les personnes pour faire de l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de bien. Et moi, j'ai dit, mais sérieux? Je sais il y a beaucoup à faire dans ce sens. Et donc, c'est un appel et j'apprécie vraiment beaucoup de faire partie de cela. Je sais que c'est un ODD que l'on peut atteindre. J'ai aussi considéré le manque d'eau. Nous pouvons sensibiliser les personnes, mais il faut aussi il faut de l'eau. Au Kenya, la plupart des agriculteurs dépendent de l'eau de pluie, mais c'est très faible. Et donc, la pluie n'est pas très stable. Parfois, il pleut beaucoup, d'autres années, il pleut pas assez. Mais donc, il faut comprendre des bonnes façons pour retenir l'eau. Ça, c'est autre chose. J'ai l'impression que les gouvernements peuvent faire quelque chose. Si, par exemple, le gouvernement investissait dans le forage de pluie, cela pourra vraiment aider les personnes. Je vu des personnes lors de la saison de pluie, ils sont tous occupés dans leur exploitation et s'il pleut, les gens sont en train de faire de la cultivation, de l'élevage et donc ils ne peuvent pas récolter de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau et après tout est sèche, après on ne peut pas euh, inculper les populations. Et donc, c'est le gouvernement qui doit investir dans ce sens pour aider les personnes, du moins pour fournir des puits. Et donc, pour avoir une quantité adéquate d'eau. Et donc, les personnes pourront s'auto-soutenir par l'élevage et l'agriculture. Et donc, le manque d'eau, c'est quelque chose que qu'on peut contrôler. Mais bon, il faut planter beaucoup d'arbres, il faut contrôler aussi le changement climatique. Donc, il faut trouver des solutions. Pour l'environnement, on a coupé tellement de plantes, ce n'est pas bien pour l'environnement. Mais ça, c'est notre campagne. Et donc, j'ai appris à mes enfants que l'on doit tous planter un arbre. Je pense que c'est une bonne initiative. Et donc, je vois que les enfants, tous les ans, ils plantent un arbre. Et donc, on a déjà fait une forêt dans ce sens.
Et je me dis, si on ne commence pas nous, qui autre le fera? Qui pourra aider dans faire circuler ces informations, parler aux personnes, sensibiliser les personnes concernant euh, cette action? Si nous coupons des arbres, alors les arbres ne seront plus là pour nous un jour. Les personnes doivent juste essayer. Mais il y a beaucoup de travail sur la planche et il y a beaucoup que nous pouvons faire. Donc pour moi, le manque d'eau est un autre défi très important. Mais j'espère que tous les ménages ont accès à une quantité appropriée d'eau. Et une autre chose qui reste un dilemme, c'est le manque de routes appropriées. Au Kenya, les habitants manquent de nourriture. Il y a des endroits où on ne peut pas avoir accès à la nourriture, car la nourriture ne peut pas être transportée à cause des routes qui manquent. Une fois, il y avait des inondations, donc les routes étaient fermées, les véhicules ne pouvaient pas circuler, donc le coût de la nourriture à ce moment-là était très, très élevé. Et donc, il n'y avait pas de véhicules qui circulaient et c'était un dilemme, c'était vraiment un dilemme. Il y avait tellement de nourriture, tellement d'eau, et pourtant les gens n'arrivaient pas à avoir de la nourriture. Et donc, c'est un appel que je lance au gouvernement afin qu'il s'assure qu'il y a des bonnes routes et qu'il y a des bons transports afin que aussi la nourriture reste à un prix juste, correct, et qu'il n'y ait pas de montée en flèche des produits alimentaires. Donc, il y a beaucoup que l'on peut faire afin que les personnes aient accès à la nourriture. Je me sens vraiment mal lorsque une partie du pays n'a pas de nourriture et l'autre a beaucoup de nourriture. Et ça me rend triste que parfois la nourriture ne peut pas être transportée à cette partie du pays qui n'a pas de nourriture. Une bonne partie de Kenyans manquent de nourriture même de base, légumes, etc. Donc, ils font ils achètent tout le temps la nourriture dans les commerces. Et donc, s'il n'y a pas de transport et la nourriture n'a pas transporté, il peut y avoir des coûts très élevés et donc les personnes vont payer vraiment beaucoup. Il faut avoir un système différent pour atteindre ce développement durable. Et donc, il faut faire beaucoup de sensibilisation au niveau de Kenya. Par curiosité, j'ai fait un check de combien de personnes euh, connaissent les ODD, mais à grande surprise, sur une vingtaine de personnes, aucune ne connaissait les ODD. Donc, il faut faire vraiment beaucoup. Je crois que lorsqu'un pays a de la nourriture, lorsque les personnes dans un pays spécifique ont de la nourriture et qu'ils sont contents, eh bien, il n'y aura pas de barrière. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ouvrable au Kenya, mais ils sont en train de lutter pour leurs droits, ils sont en train de lutter pour la gouvernance, pour un bon leadership, contre la corruption et tout cela. Donc, tout le monde est en train, si tout le monde travaillait, tout le monde aurait de la nourriture. Et voilà, donc le chômage, le manque de route impacte l'économie. Et donc, je crois que si nous adressons le thème de la faim, tous les ODD sont très importants, mais je pense que l'ODD concernant la faim, il n'y aurait pas de pauvreté, car les enfants sont en mesure d'aller à l'école, les familles peuvent payer pour les écoles, et donc il y aura de la nourriture, mais tout sera réglé lorsqu'on aura réglé cet ODD de la faim. Lorsque j'ai préparé mon discours, j'ai essayé de le préparer pour une dizaine de minutes. Donc, c'est la partie sur laquelle je me suis concentrée. Mais si vous avez des questions ou des doutes, je serai ravie d'y répondre à la fin des présentations. Merci. Merci infiniment, Sarah Anastasia. Et j'espère qu'on aura assez de temps pour revenir avec des questions. Donc, pour parler. Si vous avez des questions, je vous invite à les retenir, à les écrire dans le chat maintenant. Et si on aura le temps, on y reviendra par la suite.
Ensuite, nous allons voir un court avis de message de la part du père Uzo Chukwu Oanele, qui est un missionnaire claretin et qui va partager avec nous son expérience et ses observations concernant la faim et l'agriculture en Afrique du Sud. Salutations à tous et à toutes. Je suis le père Uzo Oanele, CMF, auprès des missionnaires claretins, travaillant dans l'archidiocèse de Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vous prie de m'excuser, mais malheureusement, je ne serai pas en mesure de participer à cette réunion. C'est pourquoi l'homme m'a demandé de réaliser ce vidéoclip pour faire une brève présentation. Le projet que je mène ici met l'accent sur l'objectif de développement durable numéro 2, c'est-à-dire visant à nourrir les pauvres et à faire preuve de solidarité avec eux. Nous nous occupons de distribuer des colis alimentaires aux familles les moins fortunées, de préparer des repas chauds et des jus de fruits, de la soupe et du pain. Et ce jeudi prochain, grâce à l'un de nos bailleurs de fonds, nous serons en mesure d'obtenir quelque chose à donner à une soupe populaire pour la communauté. Cela en l'honneur de la Journée internationale Nelson Mandela. Les ODD sont donc liés au projet des 17 objectifs adoptés par les Nations Unies en 2015. Donc, l'objectif dans ce projet, l'ODD numéro 2, donc faim zéro, un projet de sécurité alimentaire. La transformation sociale dans ce ministère a été témoin, d'une part, de la diminution de la malnutrition et de l'amélioration de la santé. Deuxièmement, une meilleure éducation avec des enfants qui se concentrent davantage sur leurs études. Troisièmement, la réduction de la pauvreté. Grâce à une alimentation nutritive, les gens sont moins susceptibles d'être piégés dans la pauvreté. C'est ce que nous faisons au cours de cette période. Nous avons également été témoins de certains défis. Bien sûr, l'environnement dans lequel je travaille est principalement composé de personnes de la classe moyenne, de personnes âgées et de jeunes. Et donc, les défis que nous continuons à relever concernent donc de nombreux jeunes chômeurs. Et la plupart d'entre eux sont également impliqués dans des problèmes de toxicomanie, donc abus de substances, alcoolisme et autres, ce qui les empêche parfois d'être assez sérieux dans la poursuite de leurs objectifs. Et ils ne font pas beaucoup d'efforts pour trouver un emploi parce qu'ils ne sont pas qualifiés. La plupart d'entre eux ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas d'éducation et ont toujours abandonné leurs études. Notre plan futur pour la sensibilisation et l'intégration des ODD, les stratégies et les actions que nous avons l'intention de mettre en place pour renforcer la collaboration et le partenariat avec les archidiocèses dans leur programme, comme la réunion des familles de l'archidiocèse. Il s'agit d'un événement annuel et moi, j'ai eu la chance d'y assister pour la première fois le mois dernier, depuis sa création il y a 3 ans.
Les plans d'intégration. Pour intégrer les ODD dans mon autre projet existant, je prévois d'établir des relations plus étroites avec le département Justice et Paix de l'archidiocèse de Johannesburg dans le domaine de l'action climat. Donc l'ODD 13 pour la lutte contre les changements climatiques. Ensuite, l'égalité de genre. L'égalité de genre, je disais, qui est l'ODD 5. Et encore la collaboration par le biais des associations caritatives existantes telles que Saint-Vincent-de-Paul, qui se trouvent justement dans mon église. Nous avons l'intention de mettre en place un programme d'information dans la paroisse où j'ai été affectée. Par ce biais, j'ai l'intention d'attirer d'autres personnes pour qu'elles se joignent à la vision de la paroisse qui consiste à tendre la main aux indigents. Voilà donc pour l'instant quelques-unes de nos activités et nous espérons que cela vous donnera une petite idée de ce que je fais ici. Je vous remercie de votre attention. Le père Uzo, malheureusement, n'est pas avec nous dans cette réunion. Et donc, en tout cas, on souhaite le remercier d'avoir nous avoir présenté ses observations et d'avoir partagé aussi ses plans pour intégrer davantage les ODD dans les ministères dans lesquels il est déjà engagé en Afrique du Sud. Notre prochain intervenant est le père Roque Bikoro Eyalemekouli, qui est aussi membre des missionnaires claritains, mais lui, il s'adresse à nous depuis la Guinée équatoriale et il va donc nous présenter ses expériences et ses observations de ce côté du continent africain. Donc, Père Roquet, vous avez la parole. Merci et bon après-midi tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous et je souhaite me concentrer donc sur l'ODD numéro 2, même s'il est vraiment interconnecté à l'ODD numéro 1, d'après moi. Qui est mettre fin à la pauvreté. Je pense que ces deux objectifs sont vraiment interconnectés, car l'un, c'est la conséquence de l'autre. Je vous demande pardon, mais le son n'est pas très bon. Euh, je me concentrais sur la comparaison des différents ODD et de ce que nous sommes en train de faire. Et aussi de voir les progrès que nous sommes en train de faire et que nous devons continuer de faire, non seulement en tant que claritains, mais en tant qu'Église en général. Il y a certaines initiatives concernant les aspects positifs. Je crois que le gouvernement a mis en œuvre des différentes politiques pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de ces populations. La réduction de la pauvreté à travers des programmes d'assistance technique et sociale. Et il est très important d'améliorer
notre système agricole. Donc, dans ce sens, on donne de la valeur à ce que le gouvernement a fait afin d'avoir accès à l'eau. Cela aide les agriculteurs et aussi améliore notre qualité de vie. Et cela n'est pas seulement, cela se vérifie dans les grandes zones et parfois les périphéries restent en marge. Il y a des programmes pour nourrir les écoles, un programme conçu pour les grands canaux de ce pays. Après la résilience envers la crise alimentaire, le pays a développé des stratégies pour améliorer la résilience aux crises alimentaires et climatiques à travers la diversification des cultures et la gestion durable des ressources naturelles. Ce sont des initiatives toutes petites, et nous reconnaissons aussi l'importance de la coopération internationale et des partenariats pour atteindre les ODD. Il y a un engagement pour le développement durable. Il y a des initiatives spécifiques de programmes, des programmes spécifiques pour le développement durable et aussi de réduction de la pauvreté. Parfois, la théorie est une chose et la pratique est bien plus difficile. Mais bon, on essaye toujours. La participation dans des organisations internationales est très importante car il est même important d'avoir le soutien au multilatéralisme. Maintenant, nous pouvons passer à d'autres aspects critiques. Il y a plein de défis auxquels nous sommes confrontés tout le temps. Et notre mission en tant que Claritin est d'essayer de répondre à ces défis, relever ces défis. Nous n'avons pas planifié des stratégies pour répondre à cette situation. Et il y a des doutes concernant les politiques que les gouvernements continuent de pratiquer. Et même, il y a un manque de transparence. Nous avons besoin de données claires et mises à jour, car cela est crucial pour évaluer l'impact des politiques du point de vue de la quantité, mais aussi de la qualité. Ensuite, un autre aspect critique est l'inclusion de la société civile. Il n'y a pas de mention explicite de la participation du rôle de la société civile, de la mise en œuvre et le suivi des ODD.
L'inclusion de multiples acteurs et perspectives dans le processus peut renforcer l'efficacité et la légitimité des initiatives de développement. Encore, on reconnaît la durabilité à long terme, qui est essentielle afin de veiller que le progrès réalisé soit durable à long terme et ne dépende pas uniquement de ressources extérieures ou de fluctuations économiques. En conclusion, le rapport met en évidence des progrès significatifs et témoigne d'un engagement clair en faveur des ODD. Il pourrait également être amélioré en termes de clarté, de données présentées, des stratégies visant à relever des défis persistants et d'inclusion de toutes les parties prenantes concernées dans le processus de développement durable. Nous nous pencherons sur une critique plus détaillée et un commentaire élargi pour chacun des objectifs de développement durable. Donc, les ODD 1 de 17, en nous concentrant sur la situation de Guinée équatoriale. Et à la fin, nous allons considérer le rôle de l'Église. En considérant l'objectif 2, fin 0, il est crucial de considérer la sécurité alimentaire à long terme. Il y a plusieurs stratégies pour faire face à la crise alimentaire et donc faire face aux chocs qui peuvent impacter la production alimentaire. Aussi la qualité nutritionnelle, malgré les efforts déployés dans le cadre des programmes alimentaires, l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments mis à la disposition de la population reste problématique. Et donc, les pratiques agricoles qui favorisent des cultures plus nutritives et durables sont-elles intégrées? C'est une grande question, car il est très important que l'agriculture puisse aider notre développement. Et encore, auprès des familles, ce n'est pas quelque chose qui dépend de l'action du gouvernement. En considérant ces points, comme déjà dit, nous avons une culture basée sur l'agriculture. Et donc, par le passé, il y avait de la résilience aux crises alimentaires. Nous, en tant que Claretins, nous avions aussi beaucoup de terres que l'on pouvait mettre en culture pour le café, par exemple, la noix de coco, etc. Mais maintenant, il est plus difficile, il n'y a pas d'initiative pour cultiver dans ces zones.
Dans notre pays, la nature est très généreuse, mais il est difficile d'améliorer notre agriculture, voire de promouvoir une agriculture durable, afin que cela puisse aider notre développement. Et donc, l'objectif numéro 2 est d'atteindre la faim zéro. Dans ce contexte, l'action de l'Église pourrait être fondamentale. Et donc, l'Église ce n'est pas vrai que l'Église n'a rien fait. Comme on disait, l'on regarde à l'avenir. Et donc, on souhaiterait avoir de nouveaux projets. Nous souhaiterions améliorer la production de café, la production du cacao et d'avoir une planification de l'agriculture et d'autres cultivations telles que la banane et autres. Nous avons un programme de nutrition. Nous avons aussi une soupe populaire auprès de la paroisse, mais cela est plutôt pour les personnes âgées. Certains d'entre eux n'ont pas besoin de recevoir de la nourriture, mais nous essayons d'atteindre ceux qui sont seuls, par exemple. Et encore, cette soupe populaire, par cette soupe populaire, on essaie d'atteindre l'objectif de réduire les personnes seules, le nombre de personnes seules à la maison. Et donc, si l'Église peut avoir un rôle important dans ce sens, il est important d'avoir une approche complète, holistique et être en relation avec les différentes organisations. Et donc, en considérant aussi le premier objectif, c'est-à-dire mettre fin à la pauvreté, c'est quelque chose que nous sommes en train d'essayer de faire, car la pauvreté est profondément enracinée. Nous avons ce dont on a besoin, c'est-à-dire il faut une bonne éducation afin de revenir à nos racines, car nos déclarations, lorsqu'elles sont arrivées ici, pardon, arrivées ici, ils ont commencé à construire des églises et des chapelles. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Nous avons été impliqués dans les écoles en tant que ministre scolaire.
en considérant l'objectif numéro 2, fin zéro. La faim peut créer des situations difficiles au sein de la société et ce qui se vérifie, c'est que si les jeunes ne mangent pas, ils ne vont pas aller à l'école et ils ne vont pas, ils vont faire d'autres choses. C'est pourquoi c'est afin d'avoir quelque chose à manger. Et donc, les ministres scolaires, afin de les aider à avoir une profession, afin d'avoir les outils et les connaissances pour avoir un travail à l'avenir. Et si nous pouvons lutter contre la faim et la pauvreté au sein de nos communautés, alors ce sera essentiel. Et c'est tout de mon côté. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre par la fin. Je m'excuse à nouveau pour les sons qui n'étaient pas exceptionnels. Merci à nouveau, Père Roquet. Vous avez intégré différents aspects des défis, mais aussi des effets possibles qui sont connectés à la faim et à la nutrition. Et j'ai même entendu une similitude avec quelque chose que a été partagé par ma sœur Anastasia concernant le manque de sensibilisation, d'éducation concernant l'importance de la nutrition en tant que ligne directrice, comme création de stratégies pour créer aussi un groupe différent de cultures qui pourra fournir une bonne nutrition aux communautés. J'ai apprécié aussi l'analyse du rôle de l'Église, tout comme l'importance du côté de l'action du gouvernement, qui sont en train d'offrir le travail au développement durable et à la société civile afin d'inclure leurs contributions, ce qui est en train de faire l'Église maintenant à travers le programme. Vous avez mentionné aussi dans les potentialités pour davantage de contributions à l'avenir. Et donc, merci infiniment pour ce partage et pour le travail que vous faites. Et donc, maintenant, nous allons passer de l'Afrique de l'Est, nous sommes passés de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Est, et maintenant, nous passons à un autre continent, tous ensemble. Comme dernier intervenant aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir encore un missionnaire claretin, Père Norbert Tapiro, qui va s'adresser à nous concernant le DD numéro 2, en Colombie. Père Norbert, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Dominique, de la Colombie. Je suis ici, dans cette zone rurale, où nous avons l'agriculture et là, vraiment très connecté à ma présentation. Je vais partager ma présentation à l'écran. Et donc, je suis un missionnaire claretin de la province de Colombie et je vous parlerai de l'ODD numéro 2, fin 0, ici en Colombie, en essayant d'analyser l'avancement par rapport
l'examen de Colombie. En lisant cet examen, j'ai pu voir plusieurs défis. L'un des premiers défis que nous avons ici en Colombie est est que personne ne peut mourir de faim. Il faut que tout le monde ait accès à une bonne nourriture. 66% du territoire en Colombie fait partie des zones qui ne sont pas interconnectées, ce qui pose des problèmes considérables dans les régions éloignées pour augmenter durablement la production agricole. Nous avons 3 zones climatiques très différentes en Colombie et nous pouvons donc produire beaucoup, mais les terres sont dans les mains de très peu de personnes. En ce qui concerne le changement climatique, la sécurité alimentaire dans les pays comme la Colombie pourrait être confrontée à des défis encore plus importants, tels que la hausse des températures, la modification des régimes de précipitation et aussi des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont un impact considérable sur la production agricole, ce qui rend difficile la réalisation des objectifs du développement durable. Et donc, il est important de promouvoir des politiques publiques visant à atténuer les changements climatiques. Par exemple, ici, dans cette zone, nous avons eu des inondations qui ont impacté beaucoup de plantations. Vous pouvez voir à l'image l'inondation due à une forte pluie et vous voyez à quel point cela peut impacter nos cultivations. Et ensuite, il y a aussi le problème de la déforestation. Après l'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, l'armée du peuple, mais la déforestation continue de progresser au horizon des différents territoriaux. Il y avait un accord, hein, mais un accord de paix. Donc la paix avait été établie, mais cela a signifié aussi la déforestation après cet accord de paix. Car avant, la guérilla avait aidé, en quelque sorte, les personnes à cultiver leur camp et avait aidé les populations aussi à élever les animaux. Mais maintenant, après cette guérilla, il y a une forte déforestation. Encore un autre défi, c'est la faiblesse des capacités de l'État au niveau local. Et donc, l'accaparement des terres et la transformation de l'utilisation des terres pour des activités agricoles, telles que l'élevage de bétail, ont contribué à ces problèmes, mais aussi à l'extractivisme tel que l'exploitation pétrolière et minière. Au sein de l'Église, nous avons dit non à l'exploitation minière et pétrolière, car nous savons que avec toute cette exploitation pétrolière et minière, on va arriver à la fin pour l'avenir. Donc, l'exploitation d'aujourd'hui signifie fin à l'avenir. Et donc, on essaie de lutter contre cet aspect. D'autre part, l'intégration harmonieuse des ODD, des différents ODD, a besoin d'institutions fortes et de la promotion de la paix et de la justice. La faim et l'insécurité alimentaire peuvent conduire à l'instabilité politique, au conflit, à la guerre, car car les personnes luttent pour des différentes raisons, mais en fin de compte, l'on arrive à la fin. La fin est le résultat final, d'une façon ou d'une autre. On arrive toujours à la fin. Et donc, on a été impacté par les différents conflits
La faim est utilisée comme un outil délibéré dans les conflits, en privant les opposants de nourriture, en détruisant les stocks, en coupant les approvisionnements et en attaquant les agriculteurs, entre autres. Là, vous voyez que beaucoup de personnes sont déplacées et se trouvent dans des zones protégées. Le gouvernement veut qu'elles quittent cette zone protégée, ces zones protégées. Mais si elles le faisaient, ces personnes n'auraient pas de terre. Et donc, c'est un vrai défi que le gouvernement a à l'heure actuelle, le fait de leur accorder une terre. D'autres institutions ont été renforcées et l'intensité du conflit a été réduite. Et les régions historiquement touchées restent vulnérables, notamment les régions éloignées dépourvues de routes d'accès. Et ce sont les régions qui sont impactées par les conflits et qui sont abandonnées par les États. Et cette situation doit changer. Afin d'atteindre ces territoires qui ont souffert, et donc cette situation est même aggravée par la corruption. Un autre défi est d'avoir des différentes alliances, par exemple des investissements en infrastructure pour le développement agricole. Donc, la sécurité alimentaire nécessite de partenariats pour renforcer le financement, tels que l'investissement dans les infrastructures pour le développement agricole. La technologie, le renforcement des capacités, le commerce peuvent également contribuer à rendre les changements climatiques plus résilients. La faim touche les populations autochtones et afrodescendantes. Là où nous sommes, nous pouvons voir des personnes déplacées qui font la manche, car ces personnes ont été déplacées de leur région. Et donc, c'est un défi qu'il y a dans des zones vraiment très reculées. C'est le cas de la Guajira en particulier, car le taux de pauvreté, de malnutrition et de mortalité infantile dépasse largement la moyenne nationale. C'est la région, je répète, de la Guajira. C'est tout à côté, dans la mer des Caraïbes. Les groupes vulnérables, tels que les victimes des conflits armés et les migrants, sont également confrontés à la faim. Ces personnes viennent des Venezuela, par exemple. Et la pandémie aussi a eu un fort impact sur l'insécurité alimentaire et sur la famine. Cela a impacté de manière disproportionnée les couches les plus vulnérables de la société colombienne. Là, vous avez un plan du pays avec les statistiques données pour les différentes régions qui souffrent d'insécurité alimentaire. Les départements les plus touchés sont la Guajira, avec 50% des personnes affectées. Ensuite, Sucre, 45%. Ensuite, Vichada, 40%. Magdalena, 40%. Vichada, 40%, c'est répété. Guaviare, 37% et Atlantico, 36%. Et donc, ils ont enregistré des taux assez élevés d'insécurité alimentaire. C'est une analyse qui a été préparée par l'année, le département administratif national de statistique de Colombie, qui euh, fournit les éléments clés qui révèlent la distance considérable qui sépare la Colombie de la réalisation de l'ODD numéro 2.0.
dans les zones côtières, rurales et difficiles d'accès, l'intervention de l'État et des organisations est souvent insuffisante ou inexistante, ce qui crée des lacunes critiques. Ces zones grises ne bénéficient pas d'un accès adéquat à des aliments nutritifs, à des programmes d'assistance, ni à un développement productif, ce qui aggrave les cycles de pauvreté et même de malnutrition. Et donc, ils n'ont pas de route, par exemple, pour acheminer la nourriture. Et donc, voici tous les défis à relever pour vaincre la faim. Les gouvernements ont dit que la Colombie souhaite produire beaucoup de nourriture. C'est le défi de notre gouvernement. Produire de la nourriture. Et donc, il y a une transition d'une approche qui aide des initiatives qui responsabilisent les communautés et favorisent leur autosuffisance et leur souveraineté alimentaire. La Guajira est un département prioritaire pour le gouvernement national, là où le mécanisme spécial de suivi et d'évaluation des politiques publiques a été lancé pour promouvoir des actions liées à l'accès à l'eau, à la mobilité et au logement et au pont communautaire. Il y a par exemple des cuisines communes. On essaye de leur donner un logement digne. Nous avons besoin aussi de politiques favorisant la transparence, la participation communautaire, une approche territoriale différenciée, la coordination intersectorielle, l'autosuffisance alimentaire et l'adaptation aux contextes locaux sont nécessaires pour surmonter les causes structurelles de la faim en Colombie. Nous savons que il y a des éléments tels que la corruption qui ne permettent pas d'obtenir cette ODD. Et cela n'aide pas les structures, les problèmes, les causes structurelles n'aident pas à atteindre l'objectif. Nous avons également besoin d'avoir accès à des ressources financières et d'opportunités dignes d'emploi. Les personnes doivent avoir la possibilité d'investir dans leur éducation et leur santé, comme l'ont déjà dit ceux qui m'ont précédé. L'éducation est très importante pour les personnes afin qu'ils aient de la nourriture. Le problème que nous avons ici en Colombie, c'est que les jeunes, eh bien, ils vont dans les villes. Et ils bougent tous, ils déménagent tous en ville. Et dans les villages, ne reste que les personnes âgées. Et donc, les jeunes ont besoin d'étudier pour développer l'agriculture et revenir à la campagne. Le thème important est la réforme foncière, une réforme agraire, une mise en œuvre des accords de paix et de paix totale. Cela demeure un thème essentiel afin que les personnes aient des crédits et puissent produire. Après la mise en œuvre de cet accord, le gouvernement s'est engagé à acheter 3000 hectares de terre à donner aux personnes les plus démunies. Mais pour l'instant, ils ont fait vraiment très peu. 150 pour l'instant, et il faut atteindre 300, 3000. Donc, ça rentre.
pas beaucoup. Une autre réforme est nécessaire pour le système de retraite afin que les personnes puissent acheter de la nourriture et puissent avoir accès à une bonne nourriture. Et donc, les personnes plus âgées de 85 ans reçoivent un bonus nutrition. Ce sont que certaines des politiques qui ont été menées au Colombie. En tant que Claritin, nous avons créé une cantine solidaire. C'était le père Hector Guzmán Caicedo, un missionnaire claretin, qui était très engagé avec les plus démunis, les indigents. Et il a donc donné vie à cette cantine solidaire pour aider les indigents. Nous avons ce texte de l'évangile de Luc, donnez-leur vous-même à manger. Luc 9, 13. Et donc, la contribution de la congrégation des missionnaires claretins en Colombie à l'ODD2, du mardi au jeudi, la cantine ouvre ses portes. C'est donc notre contribution en tant que claretin à atteindre cet objectif, c'est-à-dire donc la promotion de la solidarité pour lutter contre la faim, la fourniture de produits de marché aux personnes en situation de faim et de malnutrition. Là, vous pouvez voir des personnes âgées aussi qui sont en train de manger à la cantine. Et donc, la promotion des cantines solidaires continue pour les personnes les plus vulnérables afin de leur offrir des repas. Et nous souhaitons contribuer à l'objectif de faim zéro, notamment pour les personnes les plus pauvres, les plus démunies et les personnes en situation de vulnérabilité, afin qu'ils aient accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante tout au long de l'année. Et donc, on voit vraiment un engagement solidaire de la communauté. Les personnes offrent de la nourriture et nous, on va pour collecter cette nourriture et la distribuer. Il y a aussi des bienfaiteurs qui offrent aussi des petites sommes d'argent qui nous aident à conduire cette cantine. Et il y a aussi le soutien d'autres clarétiens des États-Unis qui nous aident dans l'entretien de la cantine solidaire. Une autre proposition de la part des clarétiens que nous sommes en train de commencer, c'est de créer des vergers bio-familiaux, car nous avons des espaces pour cultiver ces vergers afin d'avoir une alimentation saine et nutritive. Nous avons commencé, comme vous voyez des images, nous avons commencé avec des personnes âgées à cultiver ces vergers. Et donc, ils emploient leur temps libre pour faire de la cultivation. Et donc, pour aider la création des vergers familiaux, c'est donc notre façon de contribuer à atteindre l'objectif numéro 2 pour arriver à la durabilité, assurer la durabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui augmentent la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcer la résilience au changement climatique. Pour nous, il est très important d'être en mesure de produire notre nourriture et aussi une nourriture saine. Là, en Colombie, le gouvernement souhaite imposer une taxe sur la nourriture qui n'est pas saine. Mais en fin de compte, cette proposition n'a pas été approuvée car il y avait des grands intérêts, malheureusement, qui
ne l'ont pas permis. Et donc, la loi n'a pas été approuvée. Mais notre idée est qu'il est important d'aider les personnes afin d'avoir une alimentation saine et nutritive. Merci infiniment. Merci d'avoir suivi ma présentation et je suis à disposition si vous avez des questions. Merci. Génial. Merci infiniment, Père Norbert. Vous nous avez donné une excellente perspective du contexte de la Colombie, du pays aussi, des régions spécifiques et des populations, notamment les populations qui risquent la faim ou l'insécurité alimentaire et en nous apportant les facteurs qui sont appliqués dans la création de cette vulnérabilité, que ce soit par le fait d'avoir été déplacé à cause de conflits armés ou pour le fait d'être migrant pour d'autres raisons, tout comme la discrimination ou alors l'accaparement des terres par des intérêts industriels, notamment qui ont impacté les populations autochtones et aussi les afrodescendants que vous avez mentionnés, aussi les personnes âgées de la communauté. Les personnes âgées sont tout aussi des personnes vulnérables et donc merci de nous avoir permis de comprendre les dynamiques du pays en général, mais aussi des projets formidables que vous êtes en train de mettre en œuvre en tant que missionnaire claritin, aussi pour les Comedores Solidario, donc les cantines solidaires. On essaie de mobiliser aussi les personnes dans les projets de vergers bio pour fournir la nourriture pour les mêmes familles et pour les autres dans la communauté. Ce qui est éducation en même temps et autosuffisance communautaire, pour ainsi dire. Et donc, c'est un travail vraiment excellent et merci infiniment de l'avoir partagé avec nous. Et donc, maintenant, nous avons un peu de temps pour quelques échanges, quelques interactions. Et donc, s'il y a des questions que vous souhaitez poser, tout le monde dans le groupe, si vous avez écouté les présentations, vu la session et vous avez des questions à poser à nos intervenants ou alors un commentaire en réponse à ces présentations, je vous invite à lever votre main que vous pouvez faire de façon physique en allumant votre caméra et en levant votre main, ou encore vous avez l'option de la main numérique, donc vous pouvez lever la main de façon numérique. Dans le bouton autre, les trois petits points, vous allez voir l'option lever sa main, ou encore à l'écran, vous pourrez avoir un bouton réaction, et là, vous pourrez sélectionner un signe. Donc, vous avez plusieurs façons pour signaler votre intérêt à poser une question. Donc, si vous souhaitez poser une question, contribuer par un commentaire, je vous invite à le faire. Et donc, je vais passer tout d'abord à Sœur Melba Vasquez Rodriguez. Melba. Eh bien, je ne pensais pas que ça allait marcher, mais en fait, j'ai réussi à lever la main. Je ne savais pas comment le faire, mais tout est bien, tout va bien. Tout d'abord, aujourd'hui, c'était une journée excellente. Je suis arrivée un peu en retard, mais en fait, je souhaiterais vraiment remercier Sœur Anastasia du Kenya. J'ai vraiment apprécié sa présentation. Si ce monde était bien plus et sensibilisé, on n'aurait plus de faim. Et si on n'avait plus de faim, on pourrait régler aussi bien d'autres problèmes. Et donc, j'apprécie vraiment sa contribution. Et je pense que ces partages ont montré que l'on peut être des meilleures personnes, l'on peut apprendre. Et je suis vraiment émue. C'était quelque chose de très, très fort qui m'a touchée. Nous avons des sœurs au Cameroun auxquelles j'ai rendu visite. Et j'étais vraiment émue car bon, je ne veux pas dire l'âge que j'ai, mais lorsque j'étais là-bas,
j'étais petite, toute petite, j'étais une fille, et je me suis rendu compte que ils avaient, je devais, que je devais revenir à mon pays un jour ou l'autre. Et donc, j'ai pu vivre aussi cette expérience de l'éducation en Afrique. Aussi, je souhaite remercier les autres intervenants et Père Norbé. J'ai vu que pour la Colombie, vous avez fait une analyse très critique et une très bonne analyse, car parfois, il y a des mesures qui sont une récompensation et il est important de demander des politiques pour des changements structurels. Pour moi, c'était la centralité de ce que vous avez partagé. Ce qui est important, c'est les changements structurels. Et cela afin de plaider ou travailler dans l'action de plaidoyer avec les autres. Moi, j'admire les pères claretins qui sont aussi engagés et, et appelle à mon engagement personnel aussi. Merci. Merci, Melba. Prochain, nous avons Beth Blissman de la communauté des États-Unis. Beth, merci Teresa. Je pense que Suzanne, en fait, avait levé sa main avant moi, Suzanne Mangui. Donc, on va passer à elle. Et par la suite, on pourra revenir aux États-Unis. Oh, mais ça va, c'était la même chose. En tout cas, merci beaucoup. Je souhaite juste me féliciter avec les intervenants d'aujourd'hui pour leur présentation. Je souhaitais juste dire à Sœur Anastasia, en termes de travail avec les jeunes, changer les esprits des jeunes est important, notamment si l'on souhaite faire face aux défis de la faim. À l'heure actuelle, on travaille dans un contexte où les paysans ont environ 65 ans et on voit que beaucoup des gens n'ont pas d'intérêt dans l'agriculture. Et donc, la question est comment nous pouvons faire revenir l'intérêt dans l'agriculture, car les jeunes euh, ne souhaitent pas faire de l'agriculture, hein. Et donc, la vieille population est en train de vieillir, et donc nous avons besoin de changer les esprits. Et donc, la question que j'ai pour Sœur Anastasia est quelle est l'approche que vous avez dans essayer de sensibiliser les étudiants et être impliqués dans l'agriculture et comment, en fait, rompre avec une attitude négative. Normalement, on fait l'association agriculture-pauvreté. Mais bon, les paysans ne signifient pas de progrès. Il faut changer d'attitude. Mais comment le faire? C'est ma question. Merci. Merci. Et nous allons prendre encore quelques commentaires et questions. Et à la fin, nous allons revenir à nos intervenants pour répondre. Donc, maintenant, Beth. Merci Teresa. Et salutations tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où vous êtes tout le monde. Je m'appelle Beth Blissman et j'ai la chance de servir en tant que représentante auprès des Nations Unies pour la base des États-Unis de la communauté de Loreto. Je viens de Kentucky et entre le Midwest et le Sud et j'ai été ici pendant 7 années maintenant. Je suis un membre de la communauté de l'auto pendant 29 ans. J'ai travaillé dans l'éducation supérieure ici aux États-Unis et j'ai aidé le cofinancement pour des programmes d'agriculture durable en Ohio auprès d'une université. Et donc, aujourd'hui, j'étais vraiment ravie de pouvoir écrire des ressources dans le chat. Et je souhaitais juste apporter un commentaire car je crois que Sœur Focus a récemment parlé de la présence des graines génétiquement modifiées, introduisant donc des
suicide, des cas de suicide parmi les paysans, car ils n'arrivent pas à s'en sortir de cette situation. Je sais que beaucoup de pays dans le sud du monde ont vécu le même problème. Et donc, moi, j'écris une réponse dans le chat qui est le travail de Vandana Shiva, physicienne indienne, qui fait partie de l'association Navdavia et qui sera un partenaire exceptionnel pour le JICOR. Pour travailler avec l'association, il y a aussi Sœur Mira, qui est un médecin et qui pourra essayer de faire passer l'attention de la physique des sciences vers le problème de la faim pour régler la crise alimentaire. Je souhaitais aussi mentionner très rapidement une autre ressource. Si nous avons du temps, nous pouvons peut-être regarder le site web ensemble. Ça s'appelle ECHO. Mettre fin à la faim concerne des couches internationales et organisations internationales. J'ai mis ces informations dans le chat. Il y a vraiment besoin d'une organisation chrétienne ici aux États-Unis, en Floride, parmi tous les endroits. Eh bien, c'est ma mère qui l'a trouvé, puisse-t-elle reposer en paix. Et ce groupe a une banque de graines. Ils prennent des stagiaires, ils ont créé des biographies du monde qu'ils ont créé, ils ont recréé en Floride du Sud pour dire ce qui marche et pour faire aussi de l'agriculture durable. Et donc un modèle que l'on pourrait appliquer à tout pays où l'on a le problème de la faim. Lorsque j'étais là-bas, il y a une dizaine d'années, ils étaient ouverts à travailler avec les sœurs catholiques et aussi les prêtres catholiques et les frères catholiques. Mais ils essayaient de retrouver des disciples de Christ en se faisant. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, de la communauté de Loreto, on avait juste à cœur d'aider les personnes, qu'ils étaient chrétiens, chrétiennes ou pas. Et donc, ils sont tous les mêmes. Et donc, notre approche est de vivre et laisser vivre les autres. Mais bon, on peut même voir cela d'une perspective angélique. Ce serait un très bon endroit où aller pour faire un stagiaire, pour faire un stage. Et je pense que c'est bien car il donne aussi des graines, des personnes qui considèrent comme des missionnaires. Donc, j'ai fait des recherches concernant l'écho et selon la trajectoire, si c'est plus évangélique ou moins évangélique, mais bon, c'est un endroit génial où l'on peut apprendre quelque chose si vous êtes aux États-Unis. Et je crois que si vous faites un stage avec eux, vous aurez aussi un logement et de la nourriture. Je ne sais pas si vous aurez accès à des titres de transport, mais en tout cas, c'est une bonne opportunité pour un stage. Et donc, merci de cette occasion. C'est bien de continuer cette conversation sur cet ODD très important, même s'ils sont tous interconnectés. Merci, Beth. Et maintenant, nous allons passer la parole à Bidi Rose Tiernan de l'Afrique du Sud. Merci. La session d'aujourd'hui était vraiment exceptionnelle. Je crois que les 4 intervenants m'ont permis de voir que les ODD sont interconnectés, mais le réseau catholique, et c'est ma première expérience auprès de l'ECHO, c'est qu'il y a un processus de suivi, car afin de partager des bonnes pratiques avec ce qu'on a entendu d'Anastasia, par exemple, et donc les programmes de savoir si ils ont eu des résultats positifs dans leurs écoles, eh bien, on pourrait les répliquer ailleurs. C'est vraiment exceptionnel. C'est ma première question pour toi, Teresa. Donc, un suivi de un retour de cette initiative. Merci infiniment aux 4 intervenants d'aujourd'hui et merci à Beth pour les ressources que tu nous as offertes. Merci infiniment. Excellent. Et en dernier, nous avons encore une main levée de Sœur Margaret Morelli du Kenya.
Et maintenant, aux États-Unis. Oui, bonjour. Je m'appelle Margaret Morelli. Comme Teresa a dit, je suis bien de Kenya et je souhaiterais remercier les quatre intervenants. J'ai vraiment beaucoup appris et j'ai été touchée par ma sœur kenyane Anastasia Mbata. Je souhaite faire un commentaire en disant que peut-être certains de ces défis ont beaucoup à faire avec nous aussi, en considérant les injustices systématiques, en essayant de mettre en œuvre les politiques que nous avons. Par exemple, au Kenya, il y a donc une stratégie commune pour sensibiliser les enfants sur ce qui se passe. Et c'est un thème important pour ce qu'on appelle la politique des terres. C'est un problème. 20% des terres au Kenya, c'est des terres arables. Le reste, c'est du désert ou semi-désert. Et pour cela, il n'y a pas assez de terres à cultiver, produire assez de nourriture. Mais s'il y a de l'eau, l'on pourra peut-être faire quelque chose. Mais pour le reste des terres qui est arable, on lutte avec les leaders car ces terres sont concentrées dans les mains de très peu de personnes et les autres n'ont pas vraiment accès à ces terres arables. Et par conséquent, l'on pourrait avoir juste une petite partie de ces terres arables pour nos familles. Mais bon, une plupart des personnes n'ont pas accès à ces terres. L'éducation, je pense, sera à la base d'un changement et permettra aussi de changer les politiques des terres afin que les personnes aient accès aux terres cultivables. Il faudrait peut-être un nouveau système d'éducation où les personnes seront en mesure d'être aidées, d'être en contact avec les autres pour produire de la nourriture. Par exemple, la grève qu'il y a maintenant, nous essayons de gérer le problème de la partie au milieu. Les problèmes sont là, mais on voit l'expérience des problèmes. Il faut aller à la racine des causes de ce problème. Mais je parle juste des politiques des terres. Donc, essayer d'aider les personnes afin qu'ils aient accès aux terres et aussi employer ces nouveaux parcours pour aider ces personnes à devenir comme les autres pays qui parlent d'innovation. Et bon, il faut donc donner les outils. Nous devons descendre à la rue pour lutter pour ce que nous souhaitons avoir. Il faut donc nous concentrer sur les causes, à la base, à la racine de cela. Merci. Merci infiniment, Margaret. Et maintenant, pour les questions qui ont été partagées, nous allons revenir à nos intervenants d'aujourd'hui qui souhaitent peut-être répondre. Donc, je vous rappelle, les questions qui ont été posées étaient tout d'abord, comment on pourrait renouveler l'intérêt ou créer l'intérêt dans l'agriculture, notamment chez les plus jeunes, et présenter un récit alternatif au récit commun qui relie l'idée de l'agriculture et de la pauvreté et comment séparer ces deux éléments et voir l'agriculture d'une façon plus positive et peut-être en tant que source d'inspiration. Deuxièmement, une question concernant le niveau de sensibilisation euh, dans vos endroits respectifs, concernant les défis qui sont présentés par les graines génétiquement modifiées et comment ces graines peuvent menacer les graines locales, mais aussi des organismes locaux en créant une dépendance des grandes organisations qui produisent ces graines, car il faut les acheter tous les ans. Et donc, ils ne se reproduisent pas de façon naturelle, comme le font les graines naturelles. Et donc, créer la dépendance des importations de produits étrangers, notamment la- les graines modifiées
pour produire une agriculture qui est menacée et donc risque de ne plus être cultivée. Donc la question de la sensibilisation sur ces aspects. Et enfin, je vais répondre aussi à la réponse de Béni Rose sur comment continuer de partager des bonnes pratiques dans la communauté. Donc, dès aujourd'hui, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à ces questions? Donc, renouveler l'intérêt dans l'agriculture et répondre aux défis des graines génétiquement modifiées. Oui, Teresa, si je peux, c'est Anastasia. Je souhaite juste répondre à cette question. Et heureusement, moi, je m'occupe des jeunes et du nouveau système CBC. Donc, je suis vraiment ravie que le CBC ait abordé le thème de l'agriculture. Comme mon collègue du Kenya l'a dit, le Kenya euh, peut être pris pour acquis et on oublie les choses simples. Et donc, on associe l'agriculture à la pauvreté. On considère l'agriculture et les agriculteurs comme une couche très basse de la société. Moi, je n'apprends pas l'agriculture, mais je leur apprends l'intérêt pour l'agriculture. C'est ainsi qu'on essaye de créer l'intérêt. Donc, les enseignants essayent de parler aux jeunes pour créer l'intérêt de l'agriculture. Et comme déjà dit, nous avons fait beaucoup de conversations avec les jeunes étudiants et ils sont vraiment intéressants car c'est un sujet intéressant et ils ont peur d'échouer. Et donc, j'essaie de comprendre comment euh, créer leur intérêt. Non seulement je suis intéressée au fait qu'ils réussissent leurs examens, mais bon, c'est important de créer aussi un intérêt en eux. Et je vois que beaucoup d'élèves sont vraiment intéressés à l'agriculture. Ils l'adorent parfois, tout va bien, mais j'essaye de voir si c'est juste un amusement pour l'école, car c'est quelque chose qui doit devenir aussi un amusement après l'école. Et donc, on essaye de faire beaucoup de conversations aux étudiants dans ce sens, afin qu'ils apprécient l'agriculture, mais je suis vraiment ravie de participer à cette réunion, car cet ODD m'a réveillé quelque chose en moi. Même si je parle avec les étudiants, je leur parle en ayant en tête cet ODD. Car c'est ce qu'on doit atteindre et les personnes seront là-bas en quelques ans lorsqu'on va atteindre cet ODD. Et donc, je considère cela sous un autre esprit. Et donc, c'est un autre étape importante, créer de la nourriture, faire en sorte que les pays soient stables tout le temps. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est la seule façon dont on peut créer l'intérêt. On peut faire au Kenya. Il faut créer l'intérêt pour ceux qui apprennent. Pour ceux qui est de la sécurité, au intérêt. Parfois, je pratique en disant c'est très intéressant, mais je dis aussi, si vous partez en vacances, essayez aussi de trouver des occasions pour l'agriculture. Tout le monde peut faire de l'agriculture, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les couches les plus faibles de la société. Non, c'est pour tout le monde. On parle aussi avec les parents, les familles. Les personnes, parfois, n'ont pas beaucoup de terre. Mais l'intérêt pour l'agriculture arrive avec d'autres formes aussi d'intérêt. Et donc, ils peuvent aussi apprendre à planter une petite plante. Donc, à côté de chez moi, on a fait une petite cultivation d'épinards, par exemple. On a planté vraiment des choses très simples. Et je vois que les étudiants ont intérêt dans cela. Donc, je les encourage. Et donc, c'est important qu'ils aient cette petite cultivation. Ils doivent connaître la cultivation qu'ils ont. Cela va créer aussi de l'intérêt. Donc, on parle aux parents, car les parents n'ont pas vécu le système d'agriculture ou alors n'ont pas d'intérêt dans ce système. Et donc,
c'est vraiment beaucoup de travail. Merci. Merci. Et donc, il faut commencer dès le plus bas âge. Et donc, il y a vraiment une grande surprise autour des plantes. Quand on est petit, on commence à les observer tout petit. C'est magique de voir les arbres. Et l'inspiration, donc, est juste là. Il faut juste apprendre à regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite répondre? Oui, par OK. Pour ce que Sœur Anastasia a dit, je crois qu'on a pu faire une expérience assez différente et nous avons rajouté l'agriculture à nos programmes et les jeunes sont impliqués et maintenant ils demandent d'avoir plus d'initiatives, plus de programmes. Ce qui est le plus important, c'est d'offrir les informations car la plupart d'entre eux ne savent pas que le plus important, c'est d'offrir les informations lorsque ils sont jeunes. Il faut leur apprendre lorsqu'ils sont jeunes, car l'agriculture est quelque chose de très important pour leur vie. L'interprète s'excuse, mais la connexion Internet de l'intervenant est vraiment très faible. Nous avons donc intégré le programme afin qu'ils connaissent l'agriculture et qu'ils développent l'intérêt dans l'agriculture. Merci, Père Roquet et Père Norbert. Est-ce que vous souhaitez aussi répondre à l'une de ces questions? Oui, pour ce qui est de la première question, je crois que de mon expérience, il est très important de travailler avec les jeunes, et les nouvelles générations, sur l'importance de l'agriculture afin qu'ils sachent que l'avenir est là. Car beaucoup de personnes des zones rurales souhaitent aller en ville pour trouver un boulot. Mais si l'on pense vraiment à l'avenir, c'est bien que les jeunes commencent à penser et restent dans ces zones rurales. Il faut penser à l'éducation et peut-être aussi au niveau d'université. Donc, ils peuvent développer une agriculture qui ne considère pas dans la ville, mais qui pourraient bouger aussi dans la ville. Donc, ils ont besoin de revenir à leur zone rurale. Moi, je viens d'une zone rurale et c'est pour cela que j'aime bien. Et nous savons que l'avenir de la Colombie est là. Bien sûr, nous avons le problème des conflits et des guerres, mais la région est vraiment riche. Et si nous apprenons aux jeunes générations de ce qu'est là et comment partager avec les autres en étant solidaire, eh bien, je pense qu'il est très important d'apprendre
aux jeunes générations ces valeurs et aussi leur apprendre l'agriculture. Et concernant la deuxième question, je crois que nous avons besoin de revenir en arrière aux graines communes, donc les vieilles graines, et non pas des graines génétiquement modifiées. Elles sont des graines plus saines. Et il faut revenir à cela, aux vieilles graines, aux graines traditionnelles. Donc, les graines des vieux temps, des temps perdus. Et je pense que c'est un vrai défi. Comment revenir aux graines naturelles et non pas employer les graines génétiquement modifiées. C'est un vrai défi. Merci infiniment. Merci, Père Norbert. Et pour répondre à la question de comment continuer à partager des bonnes pratiques, c'est un vrai défi. C'est une des façons avec lesquelles on essaie c'est de suivre ces sessions au DD Lab. On pourra produire un rapport de quelques types pour synthétiser les observations essentielles, les idées, les pratiques qui sont partagées tout au cours de ces 6 journées. Et à partir de là, on pourra penser ensemble à comment partager ces observations et pratiques, non seulement entre nous, mais aussi pour essayer de mettre la situation, la réalité face au gouvernement, aux leaders et encourager aussi, les encourager à apprendre de nos expériences aussi. Et j'espère que ceux qui ont participé à nos sessions en ligne au cours de cette année et arriveront aussi à la dernière session du 5 août, on aura plus de conversations sur la façon dont on peut continuer ces cours et aussi les dons que nous avons appris de ces cours ensemble. Donc, ce sera notre dernier sujet pour le 5 août. Et maintenant, toute courte conclusion, je souhaite inviter Sœur Franca, sœur de charité, pour nous offrir un tout dernier commentaire. Merci infiniment, Teresa, et merci tout le monde pour les contributions partagées. Merci, Sœur Beth, aussi pour les précisions que vous nous avez données concernant les graines génétiquement modifiées. Je souhaitais tout simplement apporter une petite contribution à nos consciences. On parle des jeunes, d'apprendre aux jeunes, et ces jeunes sont les mêmes personnes qui vont être leaders de demain, qui vont porter dans les communautés du demain, qui vont devenir des personnes religieuses à l'avenir. Et aussi, ils vont arriver avec l'attitude que l'agriculture est associée avec les pauvres. Et ce n'est pas quelque chose pour les personnes appartenant aux couches les plus élevées. Et donc, dans cette conversation que nous avons eue, il y a donc un appel pour cela, vraiment pour intégrer l'ODD 2 dans le flux d'informations habituel, afin que nos jeunes générations puissent comprendre et aussi aller avec le flux d'informations. Moi, je fais partie de la congrégation des Sœurs de la Charité et par le passé, on avait été guidé par des sœurs irlandaises et la plupart du temps, la mission était soutenue par des pays où nos missionnaires, d'où nos missionnaires viennent. Et à chaque fois, les sœurs revenaient dans leur pays
contentes, et nous, les Africaines, Nigériennes, que on avait appris à prendre le leadership. On les a appris dans tous les domaines de Nigeria, Burkina Faso, Ghana. On s'auto-soutenait pour assurer que dans toutes les communautés locales, il y avait assez de guides. Donc, on cultivait nos légumes, on essayait d'avoir notre propre nourriture et d'être autosuffisante. Et donc, c'est l'essence d'apporter la conscience de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement pour les programmes d'information. Il faut donc encourager nos jeunes à nous suivre et donc cultiver leur nourriture, intégrer dans leur système leur partie de l'avenir. C'est tout de mon côté pour les commentaires que je souhaitais faire. Je remercie tout le monde pour les présentations faites et les contributions. Merci. Merci pour cette conclusion parfaite et pour cette belle inspiration, Sarkoka. Je souhaite me joindre à toi pour remercier les intervenants d'aujourd'hui et tous ceux qui ont posé des questions et des commentaires. Merci à tous les participants. J'espère que vous serez encore avec nous demain à la même heure. On aura une session similaire. Et notre thème pour la journée de demain sera l'ODD numéro 13 qui concerne l'action contre la lutte au changement climatique. On vous invite à être avec nous et merci d'avoir été avec nous jusqu'à ce moment, jusqu'à la fin. Merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée où vous êtes. Merci. Thank you very Thank you, much. Teresa. Thank you all. Gracias, Teresa. Un abrazo para todos. And big thanks to our interpreters as well. It's lovely. Gabriella, yes, Et un grand Dahlia, merci à nos Thank you. interprètes comme Jessica, d'habitude. thank you so much. Merci Gabriella, Dalia et Jessica. Au revoir.